Bonjour à tous, bienvenue sur le Cyclisme Performance Podcast. Aujourd'hui, je reçois Valentin Lacroix que j'avais déjà reçu, c'était l'an dernier en juin. On avait parlé de gestion du poids et de balance énergétique. Et on se retrouve, Valentin, donc un peu plus d'un an après, pour reparler de cette année de JO notamment, puisque tu intervenais auprès des équipes de France. Donc voilà, est-ce que tu peux te représenter peut-être succinctement pour tous ceux qui n'auraient pas écouté le premier podcast qu'on a fait ensemble, et puis ensuite on pourra parler du coup de cette période des JO. Ouais, salut Mathieu, bonjour à tous. Donc Valentin Lacroix, je suis effectivement nutritionniste et je travaille avec différentes fédérations françaises. Et là, j'ai eu l'opportunité notamment d'accompagner la Fédération française de cyclisme sur les Jeux Olympiques. Et puis globalement, depuis 5 ans, pour notamment le collectif Piste, qui est le plus ancien que j'accompagne. Et puis après, plus généralement, j'ai pu passer par l'INSEP pendant 4 ans. Et puis après, j'ai effectué aussi des missions auprès des fédérations comme la Fédération française de ski, d'aviron principalement. Et puis après, d'autres sports tels que l'haltérophilie, les sports de la catégorie de poids comme les sports de combat et la lutte par exemple. Donc j'essaye de diversifier un peu mes activités. Après, je suis aussi ancien cycliste. J'ai couru un petit peu en DN1 et puis maintenant, je suis plus passé sur le trail. Et puis là, je m'essaye depuis l'année dernière sur les distances de 100 km. Donc j'essaye d'aller un peu plus loin que ce que j'avais vécu un peu sur le vélo, en essayant de dépasser ces 5-6 heures de course potentiellement. Donc il y a aussi pas mal de choses aussi à aborder sur ce sujet-là. C'est toujours sympa de pouvoir les tester aussi en tant que professionnel pour mieux conseiller. Ouais, bon, on en reparlera. C'est vrai que là, j'y pense tout de suite, mais je me dis, c'est sûr que plus on allonge la durée, c'est sûr que la nutrition a encore plus d'importance. Et en plus, les petits problèmes qui pourraient passer sur 3-4 heures peuvent devenir des gros problèmes après 10 heures d'effort, quoi. Donc bon, on en reparlera. Et alors du coup, pour commencer, on va parler des JO. Qu'est-ce que tu as fait donc en amont pour qui? Donc pour plusieurs fédérations, il me semble, aussi pour le village olympique. Est-ce que tu peux revenir un peu sur toute cette préparation là, avant cet été? Ouais, depuis, comme je le disais, depuis quelques années, j'accompagne plusieurs collectifs olympiques en vue des Jeux Olympiques de Paris. Donc il y a tout ce côté du quotidien qui est de l'éducation nutritionnelle en fait auprès des athlètes, hein, quoi mettre dans l'assiette au quotidien en fonction des charges, en fonction des sollicitations environnementales ou potentiellement aussi de gestion de poids. Enfin, c'est le cas de l'aviron par exemple qui dispose aussi d'une catégorie de poids. C'est aussi un sujet qui est central dans le cyclisme, donc souvent sur les routiers mais pas que. Donc c'est aussi des sujets qu'on aborde. Donc ça, c'est vraiment un peu le travail de l'ombre, le travail qui met du temps à se mettre en place aussi en fonction des motivations de chacun et des sollicitations aussi du staff, avec le médical notamment et les médecins qui sont aussi des éléments vraiment importants dans le process d'éducation. Donc c'est aussi des choses qu'on travaille avec eux sur des aspects vraiment plutôt qu'on appelle micronutritionnels. On peut aller creuser aussi des aspects biologiques, donc pas mal aussi au niveau du cyclisme sur les aspects microbiote, intestin. Stress oxydatif et également. Donc c'est aussi des choses qu'on a commencé à mettre en place avec certains rameurs par exemple et certains skieurs. Donc vraiment c'est la cerise sur le gâteau, donc c'est des choses qui sont assez pointues, qui relèvent aussi d'un certain engagement en amont, parce que c'est nécessaire d'optimiser déjà toute la base, comme je le disais, dans l'assiette, sur tout ce qui va se faire pendant les entraînements aussi, en récupération aussi. Et après on vient un peu peaufiner les petits détails avec des aspects vraiment profond entre guillemets de l'organisme pour essayer d'aller optimiser encore quelques petits pourcents. Donc ça c'est vraiment le travail, comme je disais, qui date depuis plusieurs années, qui met plus ou moins de temps à se mettre en place avec les athlètes. Et puis plus on est arrivé progressivement en fait des sélections olympiques et des Jeux olympiques, plus on s'est concentré sur la compétition, donc c'est-à-dire tous les protocoles individuels de nutrition, d'hydratation, éventuellement de supplémentation chez les athlètes en vue du jour J. Et puis après, de manière plus collective, on essaye aussi de travailler avec les hôtels, les restaurateurs, ou en tout cas avec tous les établissements qui peuvent accueillir les athlètes pour essayer d'optimiser le travail des cuisiniers qui vont être présents sur site, donc avec tous les conseils qui vont mêler des aspects de performance, des aspects de plaisir, des aspects digestifs et autres, et aussi correspondre avec les besoins de chacun. Donc c'est par exemple le cas chez les rameurs ou les plus petits gabarits chez les filles, ça va être des athlètes qui vont faire 57 kg. Les plus costauds chez les garçons, ils vont quasiment faire 95 kg. Et c'est à peu près des choses qu'on retrouve, que j'ai retrouvées là sur les Jeux Olympiques à Paris avec le cyclisme, avec les athlètes du VTT féminine qui font 50-51 kg et potentiellement des sprinters sur piste ou voire les athlètes du BMX qui vont dépasser les 90 kg.
Donc il y a déjà ces aspects qui vont impacter les choix nutritionnels au niveau de la composition corporelle, mais aussi sur les durées d'effort. Parce que voilà, un 200 mètres lancé sur piste, ça dure à peine 10 secondes. Potentiellement, les routiers hommes vont dépasser les 6 heures de course. Donc c'est pas du tout les mêmes filières énergétiques, c'est pas du tout les mêmes besoins. Et du coup, on a besoin d'avoir une offre alimentaire qui est la plus diversifiée possible sur les buffets qu'on peut préparer avec les cuisiniers. Et je dirais que c'est encore plus complexe avec la restauration au village olympique à Paris, auquel j'ai pu travailler dans la constitution vraiment de l'offre restauration au global, où là, en plus de tous ces aspects-là, il y a aussi les aspects culturels, les aspects religieux et autres qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc vraiment, l'offre restauration est exceptionnelle, en termes de diversité, de variété, c'est énorme. Et puis en plus de ça, les Jeux Olympiques de Paris 2024 avaient fait le choix aussi d'essayer d'optimiser on va dire l'impact environnemental des choix alimentaires. Donc que ce soit au niveau des choix des produits, de la provenance, de la saisonnalité, et en essayant de maximiser aussi tout ce qui est lié à la filière française, qui a ses limites aussi, mais qu'on a essayé de sélectionner un maximum pour avoir des produits un maximum locaux. Donc voilà l'ensemble de l'émission en fait, que j'ai effectué en vue de ces Jeux Olympiques. Ouais. Moi, il y a plein de choses du coup sur lesquelles rebondir. Je pense que j'aurais pas dû poser une question aussi large. Mais déjà, pour revenir sur la première partie en amont et avec notamment les cyclistes, je me souviens qu'on avait un petit peu échangé sur le sujet. Et tu l'as évoqué là, d'avoir creusé un petit peu l'aspect microbiote, etc. Qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce que tu as pu en faire? Est-ce qu'il y a eu une utilité derrière pratique, ou est-ce qu'au final ça a été juste une investigation vaine? Ouais, ça reste des indicateurs supplémentaires qu'on pourrait comparer potentiellement à d'autres relevés de données qu'on pourrait faire avec la glycémie, des impacts sur le sommeil ou potentiellement d'autres données d'entraînement que tu connais. Donc c'est des indicateurs supplémentaires pour essayer d'avoir des indications sur la charge d'entraînement et surtout de comment l'athlète peut en récupérer. En gros, ses capacités d'assimilation, d'adaptation. Parce qu'on sait que chez les sportifs, encore plus d'endurance et encore plus potentiellement sur des aspects course à pied où il y a aussi des impacts aussi au niveau de l'intestin. On sait que l'intestin, c'est le maillon faible du sportif, parce qu'il est malmené en fait pendant l'effort. Il y a un phénomène, ce qu'on appelle d'ischémie-réperfusion, c'est-à-dire que pendant l'effort, l'intestin est mis un petit peu en apnée, c'est-à-dire que tout le flux sanguin va se diriger vers les muscles actifs et beaucoup moins vers l'intestin. Donc en fait, tous ces phénomènes d'apnée entre guillemets qui se répètent quotidiennement, voire plusieurs fois par jour en fonction des charges d'entraînement, vont mettre à mal l'intestin, vont venir potentiellement majorer un petit peu un bruit de fond inflammatoire au niveau de l'organisme, qui peut faire en fait le terreau de potentiellement des stimulations immunitaires et inflammatoires qui vont potentiellement altérer entre guillemets la santé de l'athlète, avec des risques de tomber malade plus souvent, des risques de blessures plus importants, des difficultés aussi à assimiler certains nutriments, et sur les aspects blessures aussi des aspects osseux qui peuvent se fragiliser, et aussi potentiellement des carences, notamment sur le fer, qui peuvent se pérenniser. Donc en fait, c'est aussi prendre soin de l'intestin pour mieux encaisser les charges derrière. Et ces analyses-là, elles sont intéressantes souvent quand on a des situations un petit peu de fatigue chronique ou des situations qu'on a du mal à venir restaurer avec simplement du repos ou une adaptation de la charge d'entraînement. Donc ça nous permet d'avoir des outils un peu plus précis et d'aller vraiment spécifiquement sur soit des carences en micronutriments, soit éventuellement des équilibres à retrouver aussi au niveau de la flore intestinale et de la muqueuse intestinale. Donc il y a des aspects entre guillemets supplémentation qui ne sont pas forcément prioritaires, et puis après il y a aussi des aspects hygiène de vie où on parle beaucoup de tout ce qui est alimentation qui contient suffisamment de fibres pour venir nourrir justement le microbiote intestinal, et puis un élément qui est de plus en plus aussi mis en avant dans le côté entraînement, c'est aussi l'exposition à la chaleur et du coup potentiellement la déshydratation. On sait que ces deux facteurs sont hyper agressifs sur la sphère intestinale. Donc c'est des méthodes d'entraînement qui peuvent être hyper intéressantes. Il faut aussi pouvoir s'y acclimater quand on va les rencontrer en compétition, mais c'est aussi à prendre avec précaution parce qu'il y a des réels impacts qui peuvent en fait être l'étincelle qui va faire que l'organisme commence à se détraquer et a du mal à récupérer ou potentiellement se fragilise de plus en plus. Ah, c'est clair, non, c'est passionnant, et voilà, on peut se retrouver dans des situations où on a plein de pistes à creuser si on est notamment fatigué ou on ne sait pas forcément où aller, et l'intestin, ça peut vraiment être une cause intéressante. Mais comment on sait qu'on
qu'on peut aller creuser vers cette piste-là et quelles analyses derrière on fait vers quoi se tourner, quoi. C'est pas forcément évident parce que qui dit perturbation intestinale dans ce que j'ai évoqué ne veut pas toujours dire trouble digestif. Donc c'est aussi savoir, comme tu dis, quand activer ce levier. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est un peu la cerise sur le gâteau parce que déjà en répondant déjà aux grands principes de la nutrition, de l'hydratation, on fait beaucoup de préventifs. Donc voilà, une fois que tout est optimisé, la périodisation des apports alimentaires, la qualité alimentaire dès que c'est possible, notamment sur les phases de moindre charge d'entraînement, l'hydratation, etc. Dès que ça s'est optimisé, qu'on voit qu'il y a encore potentiellement des trous dans l'année en termes de récupération, les aspects immunitaires, c'est souvent quelque chose aussi qu'on retrouve chez les athlètes, où souvent on peut dire que c'est entre guillemets, des rhumes de forme, ou potentiellement quand l'athlète est en forme, il tombe plus facilement malade. C'est selon moi aussi en grande partie parce que les charges d'entraînement en amont, soit ont été trop importantes, soit en tout cas les capacités adaptatives à cet instant-là de l'organisme n'étaient pas suffisantes pour accueillir toute cette charge. Donc c'est dans ces situations-là qu'il commence à y avoir plusieurs cartons jaunes, on va dire, sur les aspects, comme tu disais, blessures, immunitaires, ça peut être le sommeil, ça peut être des aspects comportementaux aussi, des pulsions alimentaires, des choses comme ça, qu'on peut éventuellement se poser la question d'aller vers ce type de bilan. Et du coup, c'est comme je l'évoquais, c'est aussi tout le travail avec le staff en général, nutritionnel, mais aussi médical, qui est important parce que on a tous des éléments à apporter dans la balance, des éléments personnellement sur la nutrition, mais potentiellement aussi des aspects médicaux, éventuellement avec des traitements précédents, des allergies, des choses comme ça. Donc il faut vraiment croiser les infos aussi avec l'entraîneur pour se dire est-ce que c'est prioritaire d'aller vers ces axes de travail-là. Ouais, mais c'est ça, la première chose à faire déjà, c'est, je dirais, d'optimiser au quotidien l'hygiène de vie et puis les habitudes alimentaires avant éventuellement de creuser plus en cas de problème aigu, mais sinon c'est quelque chose qui est plutôt sur le long terme et de justement respecter les grands principes d'apport de fibres, d'hydratation, etc., quoi. Exactement. Ok, du coup, est-ce qu'il y a eu d'autres suivis? Est-ce que notamment tu gères aussi ce qui est prise de sang avec les athlètes, notamment je pense peut-être sur la piste, essayer de voir s'il y a d'éventuelles carences, etc. Est-ce que ça aussi ça fait partie de tes missions? Ouais, ça fait partie aussi de mes missions. Après, moi je suis pas prescripteur, c'est uniquement les médecins qui le font. Donc c'est vraiment tout ce travail qu'on fait avec les médecins référents de ces fédérations-là. Pour croiser les informations, comme je le disais. Et il y a des aspects micronutritionnels qui sont entre guillemets dans une logique d'optimisation, mais il y a aussi les aspects fondamentaux du suivi en fait biologique annuel. Et notamment, je pense qu'un point qui est assez important chez les cyclistes, c'est dès qu'il y a des expositions hypoxiques avec des stages en altitude, tout le suivi du fer et tout ce qui en découle. C'est quelque chose sur lequel on a travaillé et avec un groupe un peu plus large, le groupe Astre. Vous pouvez voir sans doute un compte-rendu, un consensus qui a été fait notamment sur la supplémentation en fer au niveau notamment du Krebs de Font-Romeu qui avait piloté ce travail-là, où on a essayé d'évoquer justement quand supplémenter, sous quelle forme, dans quelle quantité, et aussi toutes les bonnes pratiques à avoir autour de cette supplémentation, parce qu'on sait que c'est un levier important pour justement accompagner toute la création des globules rouges et autres qu'on sait point important dans ces stages-là. Mais c'est pas anodin cette supplémentation-là. Il y a des athlètes qui répondent mal, donc il faut aussi trouver d'autres situations. Donc c'est des points qui sont aussi importants dans le suivi des athlètes, sachant que si je prends le collectif endurance sur piste, avant les Jeux, en moins d'un an, il y a eu 3-4 expositions hypoxiques de 3 semaines. Donc ça fait quand même quasiment une centaine de jours à l'année, donc c'est quand même des blocs assez conséquents qui stimulent le corps de manière non négligeable. Ouais, et dans ce cas-là, donc le fer c'est systématique ou vraiment ou c'est quand même certains ils réagissent mal et du coup c'est pas possible de les supplémenter en fer? Pour l'instant sur les athlètes qu'on a eu, il y a eu la supplémentation systématique, mais avant tout par rapport à la stimulation en fait de l'altitude. C'était pas en lien avec des carences qui se répétaient, comme j'ai pu le voir notamment dans le pentathlon moderne. On avait ces difficultés-là avec des athlètes féminines qui avaient des ferritines complètement écroulées malgré les supplémentations, etc. Là, est-ce que c'est le cyclisme qui est un sport porté qui se protège aussi de ce côté-là? C'est possible. Est-ce que c'est aussi les aspects déficits énergétiques qui sont peut-être mieux régulés chez ces athlètes-là? C'est aussi une possibilité. Mais en tout cas, on n'avait pas de carences qui se répétaient, qui étaient difficiles à combler chez nos athlètes. Donc c'était vraiment un point intéressant et qui sans doute a pu permettre aux athlètes de bien encaisser ces stages-là
et de les assimiler. Ouais, du coup, seulement sur le fer, tu parles qu'il n'y a pas eu de carences répétées ou même sur n'importe quels indicateurs qui ont été suivis, il y a eu peu voilà, de carences répétées ou de choses un peu systématiques des athlètes? Non, spécifiquement sur le fer. Après, on retrouve assez systématiquement certaines carences en antioxydants notamment, mais donc, qui peuvent être liées à des déficits d'apport, donc notamment certains micronutriments qu'on vient doser, comme le zinc, le sélénium, en gros tout ce qui va être cofacteur des enzymes antioxydantes. Mais voilà, ça peut être, comme je le disais, lié à un déficit d'apport, mais aussi à un excès de stimulation. Et on sait que les athlètes ont des fortes charges d'entraînement, surtout en année olympique. Encore plus avec le double projet piste endurance et route. Donc finalement, c'est difficile de savoir d'où ça vient, mais en tout cas, on sait que ça peut être un frein potentiellement à la récupération. Donc on a un intérêt à venir enrichir l'alimentation dans certains micronutriments en fonction des carences, et aussi d'essayer de comprendre d'où ça vient. Donc potentiellement, soit ajuster les charges, soit supplémenter aussi en période de forte charge pour éviter que les carences descendent encore plus bas, par exemple. Ok, du coup, pas forcément directement des antioxydants. Tu vas essayer de chercher plutôt d'autres micronutriments ou ça peut être juste des antioxydants directement? Ouais, personnellement, j'essaye d'être assez spécifique sur les supplémentations d'antioxydants, parce qu'on sait que des trop gros cocktails d'antioxydants peuvent aussi nuire aux adaptations musculaires. Donc on essaye vraiment, entre guillemets, de boucher les trous quand il y a des carences, mais pas d'aller chercher des spectres trop larges en termes de supplémentation. Tout ce qui est complexe multivitaminé, etc., moi, j'essaye de les garder uniquement dans des situations très courtes, des fenêtres de supplémentation très courtes, notamment quand il y a des perturbations immunitaires, et qu'on essaye de venir un petit peu aider l'organisme en fait à réduire un petit peu la durée, l'intensité des rhumes potentiellement. Mais sinon, notamment tout ce qui est supplémentation multivitaminé, vitamine C, vitamine E, on sait que c'est pas forcément la panacée. Ouais, et pourtant, c'est une pratique quand même assez courante dans le sport, chez les sportifs qui peuvent avoir ce réflexe-là, soit parce qu'on leur recommande ou voilà, en pharmacie on peut aussi recommander d'utiliser ça. Est-ce que toi tu le recommanderais dans certaines situations ou vraiment ce serait plutôt à éviter? Ouais, je te rejoins, il y a beaucoup de croyances autour de ça, même qui vont sur le fait que potentiellement les vitamines donnent de l'énergie, alors que les vitamines n'ont qu'une valeur calorifique. Ouais. Voilà, que la vitamine C, ça pourrait exciter, ça empêche de dormir, etc. Ça, c'est complètement faux. Donc déjà, c'est aussi les croyances qu'il y a autour de ça. Et c'est vrai, voilà, on voit souvent le matin des compétitions ou même en stage, la cure de Berocca, etc. Ça, je pense que c'est une hérésie complète. Sachant que la vitamine C, elle est aussi ce qu'on appelle fugace, c'est-à-dire elle est très mal assimilable, donc on a besoin si on en prend, de la fractionner un maximum, parce qu'on sait qu'au-delà de 200-300 mg, on n'absorbe plus. Donc il faudrait fractionner éventuellement ces prises sur 2-3 heures à chaque fois, les espacer de 2-3 heures, si on veut vraiment l'assimiler. Et encore, est-ce qu'on a intérêt à avoir des grosses doses? C'est pas forcément sûr, ou éventuellement dans des situations très spécifiques. Donc ouais, je suis plutôt, comme je le disais, focus en fonction des besoins. On sait que le corps a des capacités antioxydantes qui sont assez puissantes. Donc il faut venir éventuellement aider le corps dans certaines situations à en récupérer, mais notamment et plutôt en venant stimuler, aider à bien fonctionner les enzymes antioxydantes. Donc on sait que notamment le fer, le sélénium, le zinc, le manganèse, le cuivre, c'est des éléments hyper importants de ce côté-là. Des choses qu'on retrouve notamment dans tout ce qui est légumineuses, céréales complètes, oléagineux, etc. Tout ce qui est protéines aussi. Donc ça rejoint aussi sur les besoins de diversifier un maximum son alimentation. On sait aussi que le glucose pendant l'effort, mais aussi du coup en amont, parce que si on arrive avec des réserves en glycogène suffisamment remplies, c'est aussi on va dire un capital santé ou un capital glucose qui sera disponible pendant la séance. En tout cas, ce glucose, il a un effet aussi anti-inflammatoire et modulateur de ce stress oxydatif. Donc, c'est aussi une bonne pratique que de systématiser son apport glucidique pendant les entraînements pour se protéger justement de ces carences et des impacts négatifs du stress oxydatif. Ouais, non, mais ça c'est clair et ça c'est quelque chose que pour le coup j'ai quand même souvent entendu, voilà, que c'était important pour pas tomber malade, etc. De bien consommer des glucides pendant l'effort. Et ouais, je pense que ça rejoint ce que tu dis sur le stress oxydatif et tout ce qui peut en découler derrière sur fragilité immunitaire, etc. quoi. Et est-ce que du coup il y a des suppléments qui reviennent de façon assez récurrente chez, je dirais pas tous les athlètes, mais voilà, certains en particulier plus que d'autres? Si on reste sur les aspects santé, éventuellement il y a le coenzyme Q10 qui est assez régulier dans nos préconisations.
qui est aussi un antioxydant, qui est souvent retrouvé dans les protéines animales et étonnamment dans l'huile de colza. Et c'est aussi, pour sa moitié, quelque chose qui va être synthétisé via notamment une bonne disponibilité en glucose. Donc on reboucle la boucle. Globalement, de ne jamais être en déficit glucidique, ça va nous permettre aussi d'avoir un bon statut en coenzyme Q10 et du coup de se protéger de ce stress oxydatif. Après, de plus en plus, et notamment par rapport à ce que j'évoquais sur l'intestin, et notamment aussi par rapport aux stratégies d'entraînement en chaleur, on conseille de plus en plus des supplémentations en glutamine, et potentiellement, en fonction des résultats de la flore intestinale, certaines souches de probiotiques par phase qui peuvent permettre de rééquilibrer certaines familles de bactéries ou de champignons qui peuvent permettre de retrouver un équilibre assez sain au niveau de la flore intestinale et du coup de mieux réguler tout ce qui est inflammation et système immunitaire. Ok, super intéressant. Et alors si certains veulent essayer d'avoir je dirais un suivi nutritionnel, peut-être pas aussi poussé, mais en tout cas pour savoir peut-être vers quoi s'orienter en termes de suppléments, parce que ça s'improvise pas forcément. Donc vers qui se tourner pour essayer d'avoir ce genre de diagnostic et de suivi? Il y a de plus en plus de médecins du sport qui sont formés à ces aspects-là, qui seront aussi en capacité de prescrire. Donc ça c'est aussi important, mais ça reste aussi des bilans qui ne sont pas remboursés. Donc ça peut être aussi des choses qu'on fait à notre guise. En fait, on va en laboratoire et on demande à faire doser certains éléments. Donc tout est possible en fonction du budget de chacun. Donc ça c'est vraiment sur les aspects santé. Et puis après il y a tout ce que tu connais je pense sur les aspects ergogènes au niveau des suppléments, qui peut être efficace en fonction des disciplines. C'est aussi des choses qu'on utilise, encore une fois, comme la cerise sur le gâteau, une fois que toute la base a été optimisée. C'est des suppléments qui peuvent avoir de l'intérêt pour optimiser un petit peu soit les adaptations, soit la performance le jour J. Ouais, on va en reparler, je pense qu'on va en reparler, on va essayer d'y aller progressivement. On a parlé un peu en amont, et puis après on parlera du coup plus en compétition. Là, on va se concentrer sur le cyclisme, et notamment les différentes disciplines du cyclisme. J'avais encore une autre question et non, je me souviens plus, mais je crois qu'on va pouvoir parler directement d'en compétition justement parce que donc l'équipe de France de cyclisme n'était pas au village olympique, j'avais vu ça. Est-ce que pour quelle raison c'était plus simple à gérer, mieux? Est-ce que d'autres fédérations, d'autres nations ont fait ça aussi, ou est-ce que comment ça s'est fait C'est en grande partie en lien avec l'éloignement du village olympique par rapport à la majorité des disciplines du cyclisme, où la majorité se passait dans les Yvelines, notamment autour de Saint-Quentin, et du vélodrome national. Donc ça a été en grande partie par rapport à ça. Après c'est aussi de se dire on profite de l'avantage d'être à la maison, de pouvoir bénéficier potentiellement d'un hébergement où on n'est qu'entre nous, parce qu'on sait que le village olympique c'est aussi source de beaucoup de perturbations ou tentations, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a des athlètes de très haut niveau, des stars internationales, il y a des athlètes qui potentiellement finissent leur compétition, qui sont plutôt dans un état festif. Donc il y a, notamment pour les plus jeunes athlètes, c'est difficile à gérer. Ça fait beaucoup de stress, d'excitation. Donc c'était aussi de se mettre au vert, se mettre au calme, rester aussi entre nous et pouvoir bénéficier aussi de staff comme moi qui étions destinés à rester en fait au logement pour gérer les aspects nutritionnels, les aspects médicaux, les aspects soins, les aspects récup et les aspects logistiques. Donc c'est vraiment essayer d'être dans son cocon, s'isoler, de se mettre au calme et puis d'avoir des avantages supplémentaires parce qu'on sait qu'être au village, notamment pour les staffs, il faut en fait avoir une accréditation et les accréditations ne sont pas ouvertes à tous. Donc potentiellement en étant là-bas, on peut avoir un staff qui est plus limité. Donc voilà, on était vraiment comme à la maison et puis on a pu optimiser que ce soit les aspects literie, les aspects climatisation des chambres, les aspects nutritionnels, donc c'était un choix volontaire. Okay. Comme le font aussi beaucoup les Anglais. À Tokyo, on était uniquement avec le cyclisme sur route, on avait un logement de ce type-là, pour diverses raisons, notamment pour la gestion de la récupération après le Tour de France, qui était relativement courte. Et c'est vrai que c'était déjà un avantage d'être dans ces situations-là, mais des équipes comme les Pays-Bas, les Anglais, etc., ont souvent l'idée de s'organiser en fait par discipline des petits camps de base pour justement ce que j'ai évoqué, avoir tous les avantages qu'ils pourraient avoir chez eux à domicile. Ouais, et puis en plus, alors dans des disciplines comme la piste où il y a eu souvent des stages, etc., c'est vrai que c'est finalement un environnement qui est assez familier. Peut-être déjà le staff, etc. Je sais pas, est-ce que tu as été présent aussi sur des stages ou juste sur la distance? Ouais, j'ai accompagné pas mal de stages, notamment avec la piste.
où globalement ça a été des stages soit au Vélodrome National à Saint-Quentin. Il y avait le deuxième site sur piste qui était à Roubaix, potentiellement à Bourges aussi. Donc ça, c'est vraiment deux vélodromes qui sont intéressants pour eux pour travailler. Et puis après, il y a eu des stages en altitude ou des stages dans l'hémisphère sud comme en Australie, où on allait chercher diverses situations, soit des moments un peu de chaleur, de bonne température quand c'était l'hiver en France, soit des situations d'altitude comme il pourrait y avoir à Val Thorens, à Tignes ou dans d'autres stages comme à Font-Romeu aussi potentiellement. Ok, ouais. Et du coup, sur le contenu en nutrition, est-ce que tu as juste au jour le jour pour chaque athlète ou c'est des menus que tu prépares à l'avance et tu as juste les quantités? Comment ça se passe? Ouais, de plus en plus, là, depuis un an et demi, les athlètes aussi sont en demande d'avoir des plans assez précis, donc quotidiennement, les apports notamment glucidiques qui sont quantifiés sur des grammages d'aliments en fait. Et après, notamment sur tout ce qui est fruits et légumes, notamment légumes, on arrive à laisser une certaine marge de manœuvre où on conseille vraiment de s'alimenter en fonction de sa faim de ce côté-là. Puis après, les apports protéinés qui sont relativement assez toujours similaires sur les repas. Par contre, on essaye d'avoir un œil sur tout ce qui est collation pour enrichir à certains moments quand notamment il y a plus de charges, plus de contraintes mécaniques au niveau musculaire pour accompagner la récupération. Donc c'est vrai qu'en amont, quand on constitue les menus et les buffets, faut déjà imaginer ça, en disant que potentiellement, en l'occurrence là sur les Jeux Olympiques à Paris, j'avais des athlètes qui venaient d'arriver sur la maison de la performance qui étaient encore en phase d'entraînement et des athlètes qui étaient en veille de course potentiellement. Donc les besoins sont très variables et il fallait pouvoir bénéficier d'une offre la plus large possible, donc notamment sur l'apport de féculents où potentiellement on avait systématiquement des pâtes et du riz blanc pour les athlètes en veille de course ou jour de course. Et puis après des choix un peu plus qualitatifs, un peu plus variés pour les autres athlètes qui font des légumineuses, des féculents complets, la patate douce, etc. pour aussi pouvoir moduler leur apport énergétique par la quantité mais aussi par la qualité du produit qu'ils vont choisir. Ouais, ok, je vois. Et alors on va pouvoir parler un peu plus du coup pendant les compétitions et on va encore continuer à parler de pistes notamment. Je pense qu'il y a pas mal de choses à discuter. Comment est-ce que c'est géré justement cet enchaînement de compétitions, que ce soit par les phases de qualification, les phases de compétition. Comment du coup tu gères sur la nutrition déjà donc d'un point de vue glucide, j'imagine que ça se rapproche quand même des courses par étapes qu'on peut avoir en cyclisme sur route. Donc déjà sur ce point-là, comment ça se passe pour ceux qui vont vraiment enchaîner les compétitions, même plusieurs dans la journée? Ouais, t'as bien soulevé le problème, hein, c'est que finalement, même si c'est de la piste, des efforts relativement courts, il y a tous ces enchaînements, avec potentiellement 3-4 épreuves par jour potentiellement, des échauffements, des retours au calme entre chaque effort, donc finalement le volume il est pas si négligeable que ça sur la journée. Après, la majorité des efforts étaient plutôt fin d'après-midi, voire soirée. Donc ce qui laisse potentiellement soit de la place le matin pour refaire le plein, mais à l'inverse, peu de temps post-effort pour récupérer. Avec potentiellement la place d'avoir qu'un seul dîner, pas ou peu de collation si l'athlète privilégie aussi le sommeil. Donc il faut aussi jongler avec tout ça, voir en fonction des préférences de chacun. Aussi si potentiellement il y a des réveils musculaires le matin en vue des épreuves l'après-midi. Donc faut tout peser en fait pour se rendre compte des besoins réels et comment les répartir en fonction de l'organisation que l'athlète va choisir en fait. Ouais, est-ce que du coup tu privilégies le fait de fragmenter vraiment les prises ou est-ce que tu essaies quand même de maintenir des vrais repas on va dire? Ouais, les deux. Les deux, notamment j'essaie de fragmenter un maximum pendant l'effort, en tout cas pendant la répétition des efforts. Parce que c'est vrai que si on se dit c'est des efforts qui vont durer, si je prends un omnium, par exemple, ça va durer entre 20 et 40 minutes les efforts. Donc si on fait référence à la théorie au niveau des apports glucidiques, on se dirait déjà si on est à 60 grammes par heure, c'est important pour les efforts de ce type-là. Mais encore une fois, comme je le dis, quand on considère les échauffements, les retours au calme, c'est en fait un effort de près de 3-4 heures avec quasiment la moitié sur des efforts au seuil, voire au-dessus. Donc la dépense énergétique, elle est hyper importante. Donc déjà pendant l'effort, on est sur des apports assez importants en fonction des tolérances digestives de chacun. On est rapidement dans la fourchette 90 à 120 grammes par heure sans souci. Et puis pendant l'effort, comment ils font pour s'alimenter c'est peut-être du coup ça c'est interdit. Ouais, c'est pas une question si bête que ça. C'est interdit sur la piste.
Une fois qu'ils sont lancés, c'est foutu. Ok, Donc justement, c'est sur tous les échauffements et les retours au calme qu'il faut se réhydrater et s'alimenter. Aussi parce qu'il fait chaud. En gros, une piste, il fait toujours chaud pour des raisons aussi de performance. Il faut voir les pistes ont chauffé pour dépasser souvent les 25-30 degrés. Donc sur des efforts de ce type-là, avec un air hyper sec, c'est aussi très agressif, avec des niveaux de déshydratation qui sont majeurs. Donc il faut aussi combler tout ça. ok, Donc voilà, faut toujours anticiper avant la course, en récupération et en soirée aussi, en limitant aussi potentiellement les apports hydriques si possible pour pas trop altérer les réveils nocturnes et le sommeil. Donc c'est aussi tout ça qu'il faut peser, les avantages et les répercussions que ça peut avoir. Bah ouais, c'est clair. Et je repense aussi du coup à la caféine notamment. Bon, tu parlais de sommeil. Comment est-ce que c'est géré? Est-ce que du coup il y a quand même des athlètes qui choisissent peut-être de pas prendre de caféine en fin de journée, ou est-ce que certains ressentent vraiment l'effet positif sur eux et veulent vraiment avoir une stratégie avec de la caféine? Comment tu gères ça? Ouais, c'est une vraie question qu'on a eue sur les aspects sommeil qui se complète en fait aussi avec tout l'environnement de la piste, avec tout ce bruit, avec les lumières assez importantes, pas de lumière naturelle, donc en fait on n'a aucune notion du temps quand on est dans un vélodrome. Donc c'est tous des éléments qui vont stimuler l'éveil. Donc c'est sûr que si on rajoute de la caféine, encore plus aussi avec les efforts intenses, ça peut être difficile de trouver le sommeil le soir. Donc dès qu'il y a des répétitions d'efforts le lendemain, notamment si les compétitions sont importantes, on aura tendance à soit ne pas conseiller de caféine, soit limiter les doses. Donc c'est vrai que sur piste, s'il y a des répétitions d'efforts, c'est rare qu'on dépasse les 200 mg par jour, ce qui est déjà potentiellement important, hein, mais on pourrait aller au-delà sur des efforts un peu one-shot. Donc on essaye de trouver le juste milieu, quitte à aller aussi vers des chewing-gums caféinés plutôt, qui vont avoir une diffusion, une efficacité un poil plus rapide, et du coup qui peuvent nous permettre de limiter les doses totales aussi. Ouais, oui, c'est sûr. Il y a la question du timing et il y a aussi la question de la dose totale qui fait effet, quoi. Donc forcément. Et du café. Et du café sur la journée. Parce Ouais. qu'on sait que le cycliste est très consommateur. Ça peut être le piège. Si on additionne tout sur la journée, c'est loin d'être négligeable. Ouais, c'est clair, parce que ça, tu le quantifies dans les 200 mg de caféine ou pas? Potentiellement dans les 3-4 heures avant l'effort, pour moi ça à prendre en compte. Après un café qui est pris le matin, il aura, sauf vraiment une personne très répondeur à tout ça, il y aura plus d'effet. Mais dès qu'on dépasse les 6-8 heures, théoriquement, l'effet n'est plus notable en tout cas. Ok, donc on peut avoir des athlètes qui vont consommer de la caféine le matin et puis encore en fin de journée et qui au final, ok, moi j'avais compris quand tu disais les 200 mg, je pensais que c'était peut-être le total sur la journée. Non, c'est que le côté supplément. Ok, mais qui vont du coup pas reprendre de café liquide, enfin classique dans l'après-midi pour justement bien maîtriser ces doses, ou est-ce que Ouais. ouais. Potentiellement, ou l'inverse, ils vont se dire le café, je le compte dans mon protocole et du coup je réduis ma supplémentation. Ok. Ça dépend des préférences de chacun. Ça c'est super intéressant et ça vaut pour pas que pour la piste, hein, pour n'importe quelle discipline, je dirais même sportive, parce que même pour les sports co, on l'a pu le voir au JO, il y a quand même beaucoup de sports finalement où ça va se dérouler quand même en fin de journée, donc ouais, quand ça se répète forcément c'est important et voilà, pour ceux qui font de la route, notamment les courses par étapes aussi, c'est super important et on doit vraiment faire je pense quand même attention à ça, parce que l'impact sur le sommeil est quand même vraiment pas négligeable, donc sur la récupération c'est quand même un gros impact. C'est avec le BMX qu'on a le plus travaillé sur ce sujet-là. Ils avaient des phases finales entre 20h et 22h. Donc avec Yann Lemeur, on a travaillé justement sur les aspects éveil et sommeil, on va dire. Donc justement, on utilisait la caféine pour venir stimuler aussi en soirée. Mais potentiellement, en fait, on décalait tout le rythme de la journée vers le lendemain. Donc, potentiellement avec des levées beaucoup plus tardives, des longues siestes aussi en début d'après-midi, pour justement, un peu comme si on gère un jet lag, en fait, essayer de se décaler, d'avoir cet effet de la caféine nécessaire à certains moments et avec le moins d'impact si possible sur les aspects récupération. Donc après, il y a plein d'autres aspects qui vont rentrer en ligne de compte, les massages, les bains froids, les choses comme ça qui vont aussi pouvoir permettre de s'endormir quand c'est nécessaire. Et est-ce que certains athlètes vont avoir recours à des médicaments type somnifères ou des mélatonine ou je sais pas, qu'est-ce que les pratiques qu'on peut voir, que moi je peux voir sur le cyclisme sur route, est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est des choses que tu recommandes? Ouais, ça c'est du médicament, donc c'est pas moi qui le gère, mais oui, il y a des prises de mélatonine notamment qui se font. Ouais. Ok, ouais.
Après, on essaye avec le côté nutritionnel d'avoir notamment tout ce qui est apport en magnésium, en jus de cerise, etc., qui peuvent avoir des effets sur le sommeil. Mais c'est sûr que par rapport à un somnifère, faut pas se leurrer, c'est pas grand-chose. Donc sur des légères difficultés à s'endormir, ça peut être suffisant. Mais sur des insomnies, c'est sûr que le somnifère sera prioritaire. Après, il faut bien le cibler parce qu'on sait qu'il y a des formes de dépendance, etc., qui peuvent apparaître sur le long terme. Donc il faut aussi se dire qu'on active ce levier vraiment qu'en phase de compétition quand on ne trouve pas le sommeil. Parce que ça a aussi des répercussions potentielles sur le long terme. Et est-ce que sur le sommeil en lui-même, est-ce qu'il est autant récupérateur avec ou sans somnifère? Est-ce que tu sais Bonne question. J'ai pas la réponse non plus. Ouais, moi non plus. Bon, j'en sais rien. Donc on va pas continuer d'en parler. Mais en tout cas, ouais, c'est une question intéressante et c'est des choses que je peux voir que moi j'ai pas faites, mais je sais que je le vois des fois et je m'interroge. Je sais pas si c'est pertinent ou pas. Je pourrais te donner des noms pour des experts du sommeil si tu veux pour un prochain podcast. Avec plaisir. C'est vrai que c'est un sujet que je crois ne pas avoir abordé pleinement. Donc il y a pourtant de quoi dire, quoi. Donc très bonne idée, ouais. Très bonne idée. Je prends. Tu m'enverras ça. Et est-ce que donc sur d'autres suppléments en phase de compétition, qu'est-ce qui peut être pris d'autre? Après il y a les 5 compléments qui ont été reconnus par le CIO sur les effets sur la performance, les compléments ergogènes qu'on appelle. Donc ça dépend vraiment des disciplines, des besoins, mais globalement ces 5 compléments, c'est le bicarbonate de sodium, la bétalanine, la créatine, la caféine et les nitrates ou citrulline du jus de betterave potentiellement. Donc ça dépend vraiment des disciplines, mais c'est sûr qu'entre un sprinter sur piste, un athlète du BMX ou un routier, les besoins seront pas forcément les mêmes parce que simplement on va pas chercher les mêmes effets en fait. Ouais. Et est-ce que du coup pour la route par exemple, qu'est-ce qui serait à privilégier parmi ces 5 suppléments? Tout dépend vraiment du rôle aussi du coureur dans la course. Notamment si je pense au bicarbonate qui a vraiment un effet sur les efforts qui vont entre guillemets être maximaux sur 30 secondes à 10-12 minutes. Pour un équipier, est-ce qu'il en a besoin? C'est pas certain. Donc c'est aussi à voir par rapport à ça. Mais potentiellement c'est un complément qui peut être utilisé. La caféine, je dirais que c'est le plus répandu dans toutes les disciplines parce qu'il exerce des effets sur la concentration, sur la limitation de la fatigue, etc. Donc c'est un complément qui est sans doute le plus utilisé dans tous les sports qui existent, cyclisme ou pas. Et puis après, tout ce qui est bétalanine, créatine, c'est des choses qui peuvent être utilisées plutôt en cure. Donc ça dépend aussi des programmes respectifs de chaque athlète. Et je dirais que le moins utilisé de ces 5-là, c'est le jus de betterave qui montre moins l'intérêt chez les athlètes très entraînés en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que toutes les études qui sont faites sur un public très entraîné sont finalement peu concluantes, quoi. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je pouvais aborder sur les JO. Bon, on pourrait creuser encore un petit peu plus. Est-ce que tu aurais des choses à ajouter sur cette partie-là? Non, écoute, un peu en résumé, l'idée moi un peu de ma place pendant cet événement, c'était de libérer un maximum la charge mentale des athlètes vis-à-vis de la nutrition, donc m'assurer que c'est un peu du service après-vente, on va dire, c'est qu'une fois que moi les menus, les recettes sont calées, théoriquement tout roule, mais c'est aussi être là au quotidien avec les cuisiniers pour ajuster si besoin, pour rectifier certaines choses. Et puis après, en fait, c'est éventuellement aussi moduler les plans alimentaires des athlètes que j'ai pu faire, en termes de quantité, de choix d'aliments, de routine d'avant compétition. Et puis tout ça, c'est dans le respect en fait de la période d'affûtage, où l'idée c'est d'optimiser la récupération, l'assimilation des charges d'entraînement précédentes. Donc ça va dans tout ce qui est entre guillemets super aliments qui va permettre aussi de mieux récupérer, tout ce qui va être riche en antioxydants, polyphénol, en oméga 3, en magnésium. Donc c'est aussi des choix qui sont importants à mettre en place dans ces stratégies-là. Et puis plus on se rapproche de la compétition, plus on va parler, notamment pour les sports de plus d'une heure et demie, de la recharge en glucides. Légitime ou pas, c'est une bonne question, mais en tout cas on va essayer de venir saturer les réserves avant le départ pour partir avec un petit peu d'avance de ce côté-là. Ouais. Et j'avais une question aussi, c'était à propos de la chaleur. Est-ce que qu'est-ce qui a été mis en place d'un point de vue nutritionnel vraiment sur la compétition? Est-ce qu'il y a des interventions à faire pour avoir moins subir la chaleur et peut-être aussi mieux tolérer les glucides pendant l'effort malgré la chaleur? Qu'est-ce qui peut être fait et qu'est-ce qui a éventuellement été fait aussi?
Ouais, déjà on a eu un peu moins chaud que ce qu'on aurait pu avoir. Donc on avait une trentaine de degrés potentiellement, mais guère plus. Donc chez des athlètes aussi entraînés et qui potentiellement ont fait quelques phases d'acclimatation en amont, c'est pas forcément un problème, même si dès que la durée et l'intensité de l'effort vont augmenter, plus les risques d'hyperthermie et de déshydratation vont être marqués. Donc le principal élément, c'est toute l'éducation sur l'hydratation, notamment pendant l'effort. Où voilà, j'avais des athlètes qui potentiellement pouvaient boire plus d'un litre par heure pour les routiers par exemple. Donc faut déjà être en capacité d'assimiler sur le plan gastrique cette quantité-là d'eau, enfin de liquide. Et puis après, comme tu le dis, s'assurer qu'aussi la stratégie de ravitaillement, notamment en glucides, elle passe dans des conditions chaudes, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc tout cet entraînement digestif, il va être légitime et nécessaire en amont de la compétition. Et puis après, de manière très individuelle, il peut y avoir des supplémentations, comme je l'évoquais, en fonction des impacts intestinaux notamment. Donc le plus connu, ça va être la glutamine, qui pour moi a un intérêt assez important par rapport à tout ce qui est perméabilité intestinale, et qui potentiellement peut aussi avoir des effets préventifs sur le coup de chaleur par exemple. Donc ça, c'est des choses qui ont été mises en place. Et puis après, il pouvait y avoir, mais c'est finalement très rare, mais toutes les stratégies de cooling, donc de refroidissement interne, avec déjà la température des bidons de l'eau qui doit être la plus fraîche possible, si bien sûr elle est tolérée sur le plan intestinal. On n'avait pas d'ingestion de glace pilée ou de choses comme ça qui potentiellement peuvent être utilisées parfois. Pour moi, c'est moins prioritaire, c'est plus des effets perceptuels. Et puis, on a un petit peu, chez certains athlètes, utilisé du menthol. Mais encore une fois, c'est plus des effets rafraîchissants sur le plan perceptuel. Donc, c'est pas ça qui va refroidir la température corporelle. Par contre, sur des fins d'effort qu'on est en surchauffe et qu'il faut encore continuer à une même intensité, ça peut avoir de l'intérêt. Donc ça, c'est les principales stratégies. Et puis après, les basiques, hydratation, refroidissement avec les bains froids, c'est des choses qui marchent tout simplement, en plus de l'acclimatation bien sûr, qui est sans doute l'élément central de la bonne assimilation du travail en chaleur. Ouais, non, mais super intéressant, et ça va me permettre de rebasculer sur la deuxième partie du podcast, je dirais, et notamment les expérimentations que tu peux faire de ton côté, sportivement, parce que comme tu l'as dit, tu t'orientes pas mal sur le trail en ce moment. Et tu as notamment partagé, donc tu as participé à la Maxi Race, tu as terminé 6e, donc bravo à toi, c'est une belle perf. Et tu as partagé un petit peu ta stratégie nutritionnelle, et notamment on peut commencer par la quantité de liquide que tu as bu. Tu disais que tu étais à 700 ml par heure. Ça peut paraître beaucoup, finalement ça peut paraître peu si tu dis que certains étaient à 1 litre par heure là en cyclisme sur route. Comment ça, c'est quelque chose que tu ajustes alors bon, j'imagine que c'est plus facile en cyclisme sur route quand on a un staff avec soi qui peut nous aider tout simplement à avoir assez de liquide. Donc comment tu ajustes déjà en première partie pour ceux qui ont ils peuvent en consommer autant qu'ils veulent et qui ont le staff pour, et toi aussi dans ta pratique perso, quand tu es dans un trail, j'imagine que tu n'emmènes pas avec toi énormément d'eau, donc comment tu gères tout ça? Ouais. C'est sûr qu'en vélo, notamment sur route, c'est plus simple. On a la voiture derrière, les assistants sur le bord de la route. Donc on peut prendre à peu près le nombre de bidons qu'on veut en fonction du parcours, bien sûr, mais théoriquement, c'est pas forcément le facteur limitant, le volume de liquide. Donc il y a la fameuse traditionnelle double pesée avant-après l'effort dans les mêmes conditions, qui permet déjà de voir le volume de transpiration qui a été évacué et essayer de plus ou moins arriver à l'équilibre, sachant que la surhydratation n'est pas forcément quelque chose de recherché, voire quelque chose de dangereux, et qu'on peut tolérer des légères déshydratations de 1, 2, voire 3%. Il semblerait que le seuil de déshydratation qui aurait de l'impact sur le muscle, ça serait autour des 2-3%. Par contre, sur les aspects cognitifs, on est plutôt vers le 1, voire 2%. Donc c'est des choses qui ne sont pas négligeables, qu'il faut anticiper. Après, la sensation de soif est quelque chose aussi d'intéressant à apprendre à connaître, parce que une fois qu'on est lancé sur une course où potentiellement on n'a pas les mêmes conditions qu'à la maison, peut-être que notre sudation elle va changer. Donc c'est aussi important de la reconnaître, sa soif, pour essayer d'ajuster en conséquence le jour J, notamment en fonction du vent, de l'humidité, de l'altitude, etc. C'est aussi des choses qui sont à prendre en compte. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être effectuées tout simplement. Et c'est sûr que en course à pied, c'est plus compliqué potentiellement d'avoir déjà suffisamment d'eau sur soi. Donc personnellement, moi je compte pas mal sur les ravitaillements pour combler un peu tout ça, ou potentiellement je suis capable de boire un demi-litre
au passage au ravitaillement, donc en quelques secondes, sans repartir avec de l'inconfort. Et puis après, j'essaye de potentiellement aussi des fois de partir un peu plus lourd avec une gourde en plus, mais je sais que ça va me permettre sur le long terme, et notamment sur la fin de course, limiter la déshydratation, l'hyperthermie s'il fait chaud, et surtout les troubles digestifs, parce que c'est un élément qui est encore plus important qu'en cyclisme. Mais la souffrance intestinale, elle est beaucoup liée aussi à la déshydratation, que ce soit en termes d'absorption des nutriments et aussi en termes d'écœurement, ou potentiellement de garder autant de sucre en bouche, ça peut devenir écœurant et ça peut être le principal frein à l'assimilation de suffisamment d'énergie. Donc j'essaye vraiment d'être vigilant sur ces aspects-là, bien plus que ce que je l'étais avant, où j'étais un peu plus négligent sur l'aspect hydratation, parce qu'il y a un moment, on a aussi beaucoup parlé des risques de l'hyperhydratation en délaissant ces aspects déshydratation, alors que pour autant, il y a quasiment les mêmes répercussions au niveau de la santé. Comme toujours, c'est souvent le juste milieu, enfin le juste milieu, c'est pas facile de trouver le juste, mais en tout cas, le milieu, en tout cas pas les extrêmes qui sont les plus pertinents. Et sur l'hydratation, alors j'avais lu que tu faisais ça, et c'est quelque chose que je fais aussi, que je peux recommander d'avoir notamment de l'eau plate, tout simplement. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes, que tu utilises aussi? Est-ce que sur un trail tu fais que de l'eau plate? Est-ce que tu apportes des glucides aussi? Ouais, quand je cours, j'ai tout le temps mes apports glucidiques. Par contre, dès que j'ai accès à une fontaine ou un ravitaillement, c'est vrai que je vais essayer de switcher en fait, déjà pour me rincer la bouche et pour m'hydrater, et plutôt avec de l'eau plate pour aussi venir diluer le contenu gastrique. Il faut favoriser la vidange gastrique et du coup l'assimilation des sucres en aval au niveau intestinal. Donc c'est intéressant de switcher, ça peut être aussi intéressant d'avoir de l'eau plate pour s'asperger, se refroidir, notamment quand il fait chaud. Donc tout ça, c'est à voir un peu en fonction du profil du parcours, des conditions, de l'accessibilité au ravitaillement, que ce soit en vélo ou en course à pied. Mais voilà, il y a vraiment toute une stratégie adaptée en fonction de la course du jour. Carrément, je pense, en tout cas dans ma pratique perso, par exemple, quand les conditions sont plus froides, je peux avoir 2 bidons à 80 grammes de glucides, et ça passera très bien. Par contre, je sais qu'en conditions chaudes, il me faut absolument un bidon d'eau plate et un bidon à 80 grammes par heure, et je préfère, à 80 grammes de glucides dans le bidon, et je préfère gérer comme ça, entre guillemets manuellement, mon hydratation. Et finalement, aussi un autre sujet qu'on peut aborder, mais ce qui est isotonique, pas isotonique, etc. Finalement, en me basant sur ma soif, j'ai l'impression, tu me diras si je me trompe ou quoi, mais j'ai l'impression que si j'ai une boisson qui est très riche en glucides, je vais y avoir naturellement beaucoup plus soif. Et quand en plus il fait chaud, justement le fait d'apporter de l'eau plate directement, j'ai l'impression que ça m'hydrate parfaitement, et que je peux gérer comme ça, justement en gérant en fonction de ma soif. Et chose que je pourrais pas, j'arriverais rapidement à des limites si j'étais avec un bidon, toujours avec des bidons très riches en glucides. Forcément on sent que ça nous rassasie pas en termes de soif, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, il faut aussi voir l'isotonie au niveau gastrique, parce que je le compare souvent un peu à un réservoir, cet estomac, où il y a un robinet au bout. L'idée, c'est que quand c'est isotonique, ça va favoriser l'écoulement en aval, comme je l'évoquais. Donc le mélange au niveau de l'estomac, il peut devenir hypertonique si on avale des choses hypertoniques, mais aussi parce qu'on n'avale pas suffisamment d'eau, et du coup le mélange va être hyper concentré à l'intérieur de l'estomac. Donc c'est le cas de l'exemple des gels par exemple, qui sont hypertoniques. Après, si on parvient à les diluer au niveau gastrique, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc il faut voir vraiment toute la stratégie de ravitaillement en compte, et puis il faut aussi voir les pertes sudorales par rapport à ça. Donc on peut très bien avoir des produits isotoniques, mais se retrouver avec une hypertonie au niveau gastrique, parce que on se déshydrate simplement. Donc il faut voir dans l'ensemble. Ouais, non, c'est clair. Et est-ce qu'on peut se baser sur ces sensations, ou c'est pas possible de percevoir à quel point on est hydraté ou pas par rapport à sa soif? Ouais, la soif, comme je l'ai dit, c'est assez important. Après, souvent, quand on a des aigreurs, des remontées, c'est souvent signe que l'estomac ne se vide pas assez vite. Donc, qu'une chose à faire, c'est de venir diluer avec de l'eau plate si possible, ou des choses très peu concentrées pour favoriser l'élimination. Carrément, c'est en tout cas en pratique, des fois où j'ai pu avoir des troubles digestifs, rapporter de l'eau plate faisait clairement du bien, quoi. Après, du coup, en termes de glucides en grammes par heure, donc si tu continues à parler de la Maxi Race, où tu avais partagé ta stratégie nutritionnelle, tu as fait 103 grammes par heure de glucides. Comment tu as géré ça? Est-ce que c'était de manière continue, stable, ou est-ce qu'il y a eu des variations à certains moments?
comment tu gères sur une course aussi longue, je le rappelle, de presque 10 heures, un petit peu moins de 10 heures. Ouais, c'est globalement réparti, hein, notamment via la boisson, où j'essaye vraiment d'avoir un fil conducteur et jamais de trou par rapport à cet apport glucidique. Après, voilà, comme tu le dis, 10 heures d'effort, il faisait pas très chaud non plus, mais bon, dans des conditions chaudes, ça aurait été encore autre chose à gérer. Mais globalement, j'essaye d'avoir une boisson qui est assez neutre en goût, donc c'est vrai que j'utilise plutôt des produits plus forts en maltodextrine qui ont des saveurs moins sucrées. Et puis après, je garde des apports plus concentrés avec des ratios de fructose beaucoup plus importants, notamment sur les ravitaillements, quand je sais que je vais pouvoir me rincer la bouche derrière, et du coup aussi venir diluer le contenu de l'estomac. Donc finalement, j'ai des apports plutôt sous forme de gel, quasiment exclusivement, en plus de la boisson, qui sont assez espacés, toutes les 45 minutes, 1 heure, voire 1h15. Par contre, je vais chercher des apports assez massifs dès que je vais en prendre. Mais comme ça, une fois que je l'ai avalé, je sais que quasiment l'heure qui va suivre, je serai tranquille de ce côté-là. Et finalement, en course à pied, moi, pour l'instant, personnellement, c'est ce qui me réussit le mieux, plutôt que d'avoir des apports beaucoup plus rapprochés qui, au bout d'un moment, deviennent écœurants, parce qu'on va avoir une stagnation des sucres au niveau de la cavité buccale et un écœurement qui va augmenter. Ouais, c'est intéressant, c'est vrai qu'on trouve de plus en plus des gels dans le commerce qui sont de plus en plus riches en glucides. C'est vrai que moi, à une époque, trouver des gels à plus de 20 grammes de glucides, c'était très rare. Maintenant, on en trouve à 45, 55 peut-être même. Est-ce que du coup, même en cyclisme sur route, pour certains, tu penses que ça peut être pertinent aussi d'utiliser ce type de gel? Bah ouais, carrément, hein, et notamment dans des efforts longs et réguliers qui passent un son de col. Moins de mal à monter sur des apports plus importants, 120 grammes par heure, voire plus, si on les tolère. Ou voilà, si on est déjà à 80 grammes dans la boisson et qu'on veut arriver déjà à 120 grammes, on est obligé de prendre des gels plus concentrés ou alors en prendre toutes les 20-30 minutes, ce qui n'est pas forcément aisé. Donc oui, je pense que ça peut avoir du sens pour déjà avoir des apports glucidiques suffisants et potentiellement, si c'est quelque chose qui est apprécié, de pouvoir les espacer. Ouais. Et puis là aussi, j'imagine d'un point de vue pratique, si en trail, c'est sûr que si tu peux transporter le moins de gel possible, ça t'arrange. Même si bon, au final, le gel avec 45-55 grammes de glucides est forcément plus lourd que le gel avec 20 grammes de glucides. Mais bon, ça a aussi tout son intérêt de regarder l'aspect pratique aussi, quoi. Ouais. Et puis il y a un petit effet sur l'estomac en fait, d'avoir des prises plus espacées et plus concentrées pourrait permettre une meilleure vidange gastrique. Donc voilà, ça peut être aussi un élément intéressant quand on est sujet aux troubles digestifs, notamment au niveau gastrique, avec des troubles digestifs hauts, type remontée, reflux gastro-œsophagien et autres. Ouais, alors qu'on aurait justement tendance peut-être à faire l'inverse, de dire on va plutôt fragmenter, éviter de prendre une grosse prise, parce qu'en fragmentant, ça sera plus facile à digérer, quoi. Ouais, exactement. C'est intéressant. Je pense que j'aurais pu avoir ce raisonnement aussi, et sans forcément penser au fait que d'essayer d'avoir une grosse prise d'un coup, je pense qu'il y a aussi un aspect qui fait peur à certains, c'est tout ce qui est glycémie, etc. De se dire ouais, je vais avoir un gros pic d'un coup et après j'aurai un crash. Et comment ça se passe? Bon, c'est pas la réalité, mais est-ce que vraiment ça peut avoir un impact sur notre performance d'avoir une glycémie qui serait peut-être théoriquement instable si on prend beaucoup de glucides d'un coup? Globalement, si l'effort est continu, ce risque n'existe pas en fait, parce que le moindre apport de glucides va être rapidement absorbé et être priorisé. Par exemple, si on prend des apports massifs, le corps va se dire c'est ce substrat qui est le plus facile à absorber, du coup je vais le prioriser pour ma création d'énergie, potentiellement mettre un petit peu de côté tout ce qui est glycogène musculaire et voire lipides qui sont dans tous les cas disponibles mais qui pourront aussi être disponibles plus tard, alors que le glucose qui est en circulation potentiellement va plutôt être fugace, on va dire. Donc ça va être consommé, on aura très peu de variations de glycémie si l'effort est continu encore une fois. Donc en course à pied, mis à part si je m'arrête plus longtemps en ravitaillement, j'ai pas ce souci-là. En vélo, c'est différent, notamment dans les longues descentes, où même si ça descend vite, qu'il y a des relances à chaque virage, en termes de fréquence cardiaque, tu as peut-être des éléments, ou même en termes de puissance, l'effort est beaucoup moins soutenu dans une descente. Donc finalement, on a des phases statiques qui potentiellement peuvent limiter un peu cet effet que j'ai décrit juste avant et favoriser ces variations de glycémie. Même si encore une fois, si une descente est rapide, un peu sous pression avec du stress, l'effet du stress, des catécholamines, etc. va permettre aussi d'absorber plus rapidement ce glucose. Donc finalement, mis à part l'entraînement, on pourrait descendre un peu tranquille un col de 10-15 bornes. Le risque d'hypoglycémie réactionnelle est quand même assez rare. Ouais. Et est-ce que si, mettons, on apporte des glucides dans une descente, ce qui est déjà, première chose, pas forcément évident, ou peut-être même au sommet, ça par contre c'est plus
plus cohérent, plus possible. Est-ce que ça pourrait permettre de refaire les stocks de glycogène pendant, si mettons on fait 15 minutes sans pédaler, est-ce que ce sucre qu'on consomme là, qui sera peut-être pas, on n'en aura pas besoin sur l'instant T, est-ce que ça va refaire des stocks ou pas? Ouais, globalement, c'est très compliqué de refaire des stocks pendant l'effort. En fait, le climat métabolique n'est pas du tout propice déjà à sécréter beaucoup d'insuline qui permet le stockage, notamment au niveau des réserves de glycogène. Et ça s'arrête pas, c'est pas on-off, c'est-à-dire que dès que l'effort se termine, même s'il est repris 20-30 minutes après, c'est pas ce temps-là, ce laps de temps qui va permettre de restaurer les réserves. Ouais. Et du coup, si on fait sur des cyclosportifs notamment, c'est vrai que les ravitaillements vont souvent être au sommet d'un col et que derrière on peut avoir encore plus en cyclosportif où finalement on peut descendre quand même tranquillement. Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque justement à ce moment-là de consommer une quantité importante de glucides avant de faire 20 minutes presque passifs? Si, complètement. Déjà, c'est plutôt aller vers des aliments plus mixtes, plus solides. On va les mâcher. Potentiellement, il y aura des apports de fibres, de protéines, de lipides à l'intérieur. Si on veut limiter cet effet hyporéactionnel, après, c'est pas forcément la meilleure stratégie si on veut maximiser l'apport glucidique sur la course. Et après, sinon, c'est simplement se remplir les poches et puis manger tranquillement dans la descente ou voir dans la plaine s'il y en a une après la descente. Parce que si on mange trop sucré en haut, l'hypoglycémie, elle va arriver en fait au pied de la prochaine montée ou dans la plaine. Potentiellement, des situations, ça va relancer et on ne sera pas en capacité d'appuyer sur les pédales, sachant que c'est une hypoglycémie réactionnelle, donc c'est-à-dire que c'est plus le cerveau qui en manque de sucre à ce moment-là, et potentiellement les réserves musculaires peuvent être encore très satisfaisantes. Donc c'est encore plus frustrant parce qu'on se sentait bien potentiellement dans le col d'avant, et puis là on comprend plus pourquoi, on a les jambes dures et on n'arrive plus à pédaler, quoi. Ouais, je pense que ça va rappeler certains souvenirs à certains qui nous écoutent. Et est-ce que solitude. Ouais, clairement. Et je pense aussi à une autre situation qui pourrait s'y apparenter avant une course, notamment si on va faire un petit échauffement et qu'ensuite on va attendre sur une ligne de départ pendant un certain temps. Toi, comment tu recommandes de gérer cette phase-là, notamment sur l'apport en glucides? Si c'est une course d'un jour, théoriquement on a pu faire le job la veille, voire encore un petit peu avant, selon notre stratégie de restauration des réserves. Donc on n'a pas un besoin de surcharger, surtout si on a eu le temps de faire un repas avant la course, et notamment éventuellement avec en plus des pâtes, du riz, tout ce qui est féculent, etc. Puis avoir une petite source de fructose aussi pour entretenir les réserves au niveau du foie. Donc théoriquement, on n'a pas besoin de s'alimenter dans les 3-4 heures qui vont précéder l'effort. Éventuellement, là, s'il y a un contexte de froid, de stress, etc., on peut avoir une petite boisson d'attente. Idéalement avec un apport un peu mixte, ça peut être simplement du sucre en poudre pour l'apport en glucose et en fructose, pour justement venir simplement entretenir les réserves, mais pas plus. Et après, s'il y a des apports qui sont mis en place juste avant l'effort, par crainte de manquer par la suite par exemple, faut vraiment les considérer comme si l'effort était lancé. Donc moi ce que je conseille souvent c'est 3-5 minutes avant le départ, mais pas avant. Et encore 3 à 5 minutes avant le départ, il faut que le départ soit donné au coup de pistolet initial, quoi. Ouais. Si ça se décale, 5, 10, 15 minutes, on va complètement tomber en hypoglycémie réactionnelle au moment du départ. Donc il faut être vigilant avec ça. Est-ce qu'il ne faut pas mieux attendre, notamment si le départ n'est pas forcément ultra rapide, de s'alimenter peut-être déjà au bout de 30 minutes d'effort, par exemple. Il faut vraiment avoir en fonction du profil du parcours. Est-ce que ça part en col? Est-ce que ça part tranquille? Quel est notre rôle aussi dans la course? Est-ce qu'on vise d'échapper? Est-ce qu'on patiente pour le final de la course? Il faut vraiment tout peser en fait. Départ fictif ou non Exactement. Ouais. Et les départs fictifs où ça roule pas, il y en a où ça roule déjà plus vite qu'en course. Donc il faut aussi. C'est clair, il y en a qui sont plus ou moins longs, ça dépend, c'est sûr. Et sur une phase d'échauffement avant une course, est-ce que tu recommanderais d'apporter des glucides quand même durant cette phase d'échauffement qui peut parfois durer 30-40 minutes? Pas forcément plus, mais qui peut quand même déjà durer quand même un certain temps. Ouais, complètement. Encore une fois pour entretenir les réserves, mais aussi parce que on va activer la contraction musculaire, la sensibilité des récepteurs au sucre au niveau musculaire, au niveau digestif, et puis le petit stress pré-départ aussi qui va dans tous les cas mimer les effets que j'ai décrits pendant l'effort. Une fois que la course est lancée, donc on a très peu de risque d'hypoglycémie réactionnelle, sauf si, on ferait un échauffement de 1h15 à 45 minutes avant le départ et qu'après on s'immobilise à nouveau, là on retombe dans la situation qu'on a décrite juste avant, où il y a des risques d'hypoglycémie réactionnelle si on se remet à manger. Ouais, mais si on fait
un échauffement d'une demi-heure, qu'on attend 5 minutes sur la ligne et qu'on se lance, on n'a pas de risque à consommer des glucides, quoi. Non. Et est-ce que, parce que des fois on peut s'échauffer à basse intensité, voire très basse intensité, est-ce que du coup on commence directement notre stratégie en se disant faut que je sois à 100 grammes par heure même sur l'échauffement, ou est-ce qu'on y va plus progressivement? Moi, j'irais progressivement, en gros proportionnellement à l'intensité de l'effort. On sait que dépasser les 90 grammes par heure, on favorise aussi un petit peu plus l'utilisation des réserves endogènes de glycogène. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est pas sûr. Sur des efforts relativement courts, un chrono, etc., peut-être que ça l'est. Sur des efforts plus longs, voire des courses à étapes, c'est peut-être pas forcément la meilleure des situations. Donc pour moi, dans l'échauffement, éventuellement, si c'est un long contre-la-montre par exemple, on aura intérêt, parce que aussi l'échauffement va être plus intense, à avoir une stratégie qui va être importante, mais aussi parce que pendant le chrono, potentiellement, on n'aura pas grand-chose à avaler en boisson ou en gel. Mais sinon, sur un échauffement, une course sur route, pour moi, simplement un bidon à 30-40 grammes de glucides, ça suffit largement. Ouais, clairement, je suis d'accord. Et alors pour revenir sur la Maxi Race, tu évoquais aussi ta consommation de caféine. Comment tu gères ça sur une course aussi longue? Tu as évoqué 800 mg de caféine, j'imagine que c'était pas d'un seul coup avant le départ. Comment tu as fait? Ouais, l'idée c'est de bien répartir. Il y a vraiment ce besoin aussi de stimuler les aspects cognitifs en trail, mais c'est aussi vrai en course route. Rouler dans un peloton, c'est pas non plus de tout repos, surtout quand ça frotte un petit peu. Donc moi l'idée c'était de lisser l'apport, donc ça paraît énorme, 800 mg, mais sur 10 heures c'est pas tant que ça. Si on fait un équivalent sur une course de moitié moins, une course sur route déjà de 5 heures, 400 mg répartis sur toute la course, ça peut paraître encore une fois important, mais si c'est réparti en potentiellement 2 gels énergétiques, c'est déjà fait sur certains gels, donc c'est pas si important que ça. Donc voilà, moi j'ai essayé de les répartir notamment sur les ravitaillements. Je préfère actuellement les prendre sous forme de gélules parce que j'ai pas trouvé de gel qui avait un goût agréable. Je retrouve souvent un petit goût un peu métallique ou autre avec la caféine, donc j'apprécie pas trop. Donc plutôt actuellement je les prends sous forme de gélules sur les ravitaillements et un petit peu en chewing-gum avant le départ. Parce que là on avait un départ de mémoire à 4h du matin. Donc il y avait besoin un peu de se mettre des claques pour partir. Mais voilà, j'ai lissé l'apport, j'ai pas ressenti d'effet vraiment impressionnant sur ma cognition, ma vigilance, mais par contre j'étais dans mon rythme toute la course. Donc c'est ça aussi que je recherchais, parce que aussi des fois c'est le piège de la caféine, c'est d'être surexcité, et du coup d'en faire trop, et du coup de se fatiguer aussi. Parce que ça stimule, ça cache la fatigue. La fatigue, on sait que c'est un élément qui est hyper important pour être en adéquation en fait avec nos capacités physiologiques, et que si on dépasse certains seuils, on a un petit peu un compte à rebours qui s'enclenche et on va se fatiguer plus rapidement. Donc c'est juste trouver le juste milieu pour être dans l'action, être concentré, être focus. Aussi il y a des aspects sécuritaires qui sont pas négligeables. Quand on est sur une crête en montagne, il faut aussi savoir où on met les pieds. Donc il y a aussi ces aspects-là, et c'est vrai que j'ai testé, et du coup j'essaye d'avoir des dosages aussi importants parce que j'y vois de l'intérêt. J'ai pas de soucis digestifs de ce côté-là. Je m'entraîne aussi sur les aspects conditionnement par rapport à la chaleur, donc on sait que la prise de caféine potentiellement en nous faisant courir ou rouler plus vite peut favoriser l'hyperthermie. Donc pour l'instant c'est des aspects que je gère, mais peut-être que ma stratégie va évoluer si ma stratégie de course augmente en termes de vitesse, d'intensité, ou si elle s'allonge aussi. Peut-être que sur des efforts de 10, 15, 20 heures, peut-être que ma stratégie ne sera pas la même, parce que peut-être que la caféine, au bout d'un moment, va plus faire effet, ou à l'inverse, va m'amener dans des situations un peu au-dessus de mes moyens, ou va me mettre en danger potentiellement. Donc il faut aussi tester, c'est essai-erreur, et il faut être à l'écoute de tout ça. Ouais, trop intéressant, et ça me fait aussi penser à une autre question. Comment tu gères si tu commences à ressentir des petites douleurs intestinales? Qu'est-ce que tu fais en premier? C'est pas simple, d'où ça vient déjà? Est-ce que c'est le ravitaillement qui n'a pas été géré comme prévu? Est-ce que c'est que j'étais trop gourmand en termes d'intensité, notamment dans les descentes, où on sait qu'il y a vraiment des gros chocs au niveau intestinal, donc ça peut vraiment mettre l'intestin en croix, donc il faut être vigilant par rapport à ça. La déshydratation, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour moi c'est quelque chose qui est hyper important, et personnellement je le ressens
dès que je suis déshydraté, c'est quand même beaucoup plus dur sur le plan digestif. Après, voilà, si j'ai des remontées, comme on l'a évoqué, des remontées acides, des reflux, je vais avoir tendance à plus m'hydrater. Si c'est des troubles digestifs plutôt bas, je vais avoir tendance à stopper mon ravitaillement alimentaire. Je suis pas fan de prendre des médicaments. Devant moi, il y a des athlètes qui vont prendre en précaution des antispasmodiques, enfin tout ce qui va potentiellement limiter les perturbations digestives. Moi, je n'utilise pas pour l'instant. J'espère ne pas utiliser. Mais voilà, après, dès que l'intestin va mal, déjà, c'est de mettre au repos. Donc, c'est soit ne plus s'alimenter, voire ne plus s'hydrater. Mais bon, s'il fait chaud, c'est compliqué. Et voilà, c'est aussi patienter, ralentir. On ne se rend pas compte, mais l'impact de l'intensité est hyper important sur la sphère intestinale. Donc, des fois, faut mettre ses objectifs un peu plus bas et accepter d'aller moins vite pour éventuellement aussi mieux repartir plus tard. En course à pied, on a quand même la chance d'avoir des efforts relativement longs. Et si on a 1 heure, 2 heures, 3 heures de trou, c'est sûr que ça va impacter la performance finale, mais on peut quand même réussir à bien s'en sortir parce que théoriquement, tout le monde aura un petit peu un trou d'air à un certain moment de la course. Carrément. Mais je pense que ça s'applique de toute façon aussi bien sur le cyclisme aussi, où les efforts restent quand même assez longs. Alors c'est sûr, sur une course, pas cyclo-sportive, mais vraiment de type course plus fédérale, où forcément il peut y avoir, si on a un coup, on a besoin de ralentir un peu sur un moment stratégique, c'est embêtant. Mais pour autant, je pense que c'est quand même la meilleure solution de façon vraiment aiguë pour aller mieux. Puis de toute façon, si on essaye d'insister, et au bout d'un moment, ça sera même plus possible, alors qu'on peut peut-être se refaire un peu la santé. Et ensuite, ça peut très bien passer, ça peut même passer assez vite et ensuite ne pas nous empêcher de bien finir. Donc, D'accord avec toi. Dernier point aussi que tu as mentionné, c'était le sodium. Comment tu gères ça et comment tu définis la dose de sodium à consommer sur un effort, donc là presque 10 heures, mais est-ce que même sur des efforts plus courts, comment tu gères cet apport-là? Je le considère uniquement comme un adjuvant, on va dire. C'est-à-dire que ça me permet d'améliorer un peu le goût de mes boissons, comme en cuisine. Donc ça va me permettre de boire plus et du coup d'avoir une hydratation adéquate. Donc c'est principalement sur ça que je compte. Donc j'ai pas besoin d'avoir des apports hyper importants. En gros 300 à 500 mg par 500 ml d'eau. Donc c'est pas si important par rapport à ce qu'on peut voir des fois des 1 gramme et plus. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt à se surcharger en sodium, sauf cas très particuliers, conditions très chaudes, forte sudation, éventuellement un contexte de crampe qui n'a pas été résolu par de l'entraînement, par l'acclimatation, du refroidissement et tout ce qui va avec. Mais sinon, pour moi, c'est avant tout le volume de liquide qui est avalé, qui est prépondérant par rapport à la quantité de sodium qui est avalée. Donc pour moi, le sodium, il n'a pas forcément un grand impact. Il joue un petit peu sur les flux liquidiens au niveau cellulaire. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est notamment quand on fait des régimes riches en sodium, c'est simplement que la sueur, elle s'enrichit en sodium. Donc tout excès va être éliminé. Donc finalement, ce qui a un intérêt, c'est de plus en plus discuté dans la littérature, voire contredit. Donc c'est pour ça que moi, je fais mes boissons personnellement. Donc je mesure ce que je veux en termes d'apport en glucides et en sodium, et je ne vais pas sur des apports très très importants parce que j'en exprime pas le besoin. Et les crampes que j'ai pu avoir il y a quelques années, je les ai avant tout résolues par une réduction de la charge mentale en amont des compétitions, une amélioration de mon sommeil et plus de travail musculaire spécifique à la course à pied, notamment sur le travail excentrique. Donc pour moi, j'ai plus gagné dans ces situations-là que dans la gestion de mon ravitaillement, où auparavant j'aurais plus tendance à vouloir augmenter le sodium à défaut des glucides. Et je pense que du coup aussi le manque de glucides, si du coup on a une stratégie trop agressive en sodium, peut avoir des répercussions non négligeables sur l'intestin, sur les risques de crampes et du coup sur la performance aussi. Et t'as répondu à une autre question que j'avais notée sur les crampes, parce que j'avais lu que tu en avais eu aussi par le passé et que ça avait l'air d'être résolu. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui revient quand même assez régulièrement et bon, tu es aussi bien placé pour en parler. Sur la nutrition, c'est souvent la première chose qui est investiguée, alors que finalement, comme tu l'as évoqué, c'est pas ce qui semble avoir résolu tes crampes. Je sais pas si tu peux rajouter quelque chose, parce qu'au final, t'as déjà répondu à la question de comment t'as fait. Je sais pas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le sujet des crampes? Sur les crampes, non. Comme je l'ai dit, les aspects
maintien des réserves de glycogène, les aspects température, hydratation et entraînement musculaire, donc en course à pied, notamment le travail excentrique, mais en vélo, on pourrait parler de l'utilisation des braquets, du dénivelé, je pense. Tu seras peut-être en mesure de compléter, mais je pense que c'est les facteurs principaux à activer en prévention de ces crampes. Après, voilà, comme je l'évoquais, moi je suis plus sur le versant hydratation et maintien d'une bonne hydratation, sachant que je suis assez grand, du coup j'ai une surface corporelle qui est plus importante et du coup des déperditions de sueur qui sont elles aussi plus importantes, c'est à l'inverse des petits gabarits. Donc je sais que je suis beaucoup et qu'il faut que j'essaye de combler tout ça. Donc par mesure de précaution, j'essaye de faire des légères surhydratations juste avant le départ, dans les 2-3 heures en amont. Le faire plus tôt, ça serait contre-productif parce qu'on viendrait faire une rétention d'eau extracellulaire, alors qu'on sait qu'au niveau rénal, on a au moins 2-3 heures avant que tous les mécanismes s'activent au niveau hormonal et que du coup les fluides liquides justement sortent de la cellule. Donc de le faire vraiment en boisson d'attente comme on l'a évoqué tout à l'heure. Encore plus parce que personnellement, moi mes courses elles partent très tôt le matin, donc souvent je déjeune pas. Ça me permet juste d'avoir un apport de liquide pour me réhydrater de la nuit, voire de me surhydrater légèrement. Je mets un petit peu de sodium, notamment via un peu de bicarbonate souvent pour aussi potentiellement tamponner un petit peu le départ de la course, qui est potentiellement un peu plus intensif. Mais voilà, ça s'arrête là. Et un petit peu de glucides pour que ça passe et que ça soit pas trop le goût de l'eau de mer, on va dire. Ah ouais, parce que c'est vrai que c'est un mélange qui peut être assez particulier, quoi. Ouais. En termes de goût, ça doit être très très salé, quoi, c'est clair. Ouais. Et ouais, c'est vrai que tu l'as évoqué rapidement, mais tu déjeunes pas forcément du coup avant une course. Si voilà, le départ est très tôt, on peut y aller sans petit déjeuner. Ouais, moi ça me va bien, surtout sur le plan digestif. Et aussi parce que je sais que j'ai fait le job les 24 heures précédentes. Donc les 24 heures précédentes, elles sont, comme tu l'as déjà testé, je pense, quand tu vas chercher les 10 grammes par kilo de glucides, faut quand même les avaler. Donc finalement, tu es content de ne pas manger le matin parce que t'en as un peu marre de manger du riz, du tapioca, des cornflakes et de la compote. Donc voilà, je fais le job la veille et le repas d'avant-course, j'en ai pas. Ou vraiment, si imaginons que j'ai faim, ça sera très simple, hein, ça sera un peu de compote, une banane écrasée ou quelque chose comme ça et ça s'arrêtera là. Je faisais notamment sur des cyclosportifs où le départ peut être assez tôt, mais pas aussi tôt que pour toi. Où voilà, je préférais privilégier le sommeil et finalement les stocks se font la veille, donc on n'a pas besoin de se réveiller absolument 3h30, 4h avant la course, si en plus on est sur place pour prendre un petit déjeuner, ensuite attendre. Bon, je préfère dormir et je pense que ça change absolument rien sur les stocks de réserve en glycogène, quoique pour le foie éventuellement peut-être un petit apport en fructose. En tout cas c'était ce que je faisais moi quand même un petit déjeuner sur 1h30 avant le départ à peu près, et puis voilà quoi, ça suffit donc. Rien de sorcier. Non, c'est clair. Et puis alors tu as précisé que tu n'avais pas consommé de protéines, pas de lipides, pas d'électrolytes. Pourtant, on entend souvent aussi que les électrolytes sont importants. Est-ce que tu peux préciser un petit peu tout ça alors, voilà, pourquoi pas de protéines sur un effort aussi long? Peut-être qu'on pourrait se poser la question de se dire que c'est peut-être pertinent, peut-être même pour les lipides. Voilà, est-ce que tu peux préciser tout ça? Ouais, les électrolytes, j'ai commencé à répondre sur le sodium. Juste pour rappel, les électrolytes, c'est sodium, calcium, magnésium, potassium principalement. Donc c'est des choses qui sont perdues en grande partie dans la sueur. Donc, c'est vrai qu'on pourrait se dire faut compléter les pertes simplement. Après, j'ai pas d'effort à fournir le lendemain. C'est pas un facteur limitant dans mes performances. Donc finalement, je vois pas l'intérêt de mon côté. Il n'y a rien d'avéré dans la littérature. Il y a le sodium qui est souvent évoqué, mais qui est de plus en plus contredit. Donc ça, c'est le premier aspect. Après, sur l'aspect protéines, on sait que ce qui va avant tout dégrader la fibre musculaire, c'est la contraction, notamment la contraction excentrique en course à pied. Donc déjà, c'est pas en manquant de protéines que je vais casser plus de muscles. C'est une croyance qu'on a, mais qui est fausse. Et puis après, ce qu'il faut se dire, c'est que quand, au niveau des voies énergétiques, on doit utiliser des protéines, notamment activer ce qu'on appelle la néoglucogénèse, c'est parce qu'on est en manque de glucides. Donc je préfère en fait venir saturer mon absorption des glucides pour limiter aussi le déficit énergétique sur ma course, qui malgré la centaine de grammes de glucides que j'ai consommés, je finis la course quand même avec un déficit, je pense pas loin des 1000-1500 calories.
C'est pas énorme. Quand je vois les ravitaillements, potentiellement quand je vais voir des courses en tant que spectateur, du milieu du peloton ou sur les ravitaillements, ils vont manger un bol de bouillon avec quelques vermicelles et quelques amandes. Le déficit sur des courses comme ça, où potentiellement les durées d'effort sont de 20 à 30 heures, lui par contre là il est majeur. Et du coup, il n'y aura pas de dégradation de protéines majeure pendant l'effort, mais par contre sur la récupération, il y a tellement de retard à rattraper que la récupération va être beaucoup plus longue en fait. Donc déjà pour moi, ma principale récupération, elle vient de ma stratégie de ravitaillement agressif en glucides, qui permet de limiter l'utilisation des acides aminés aussi pendant l'effort, et du coup en récupération. Et après les lipides, j'en consomme pas parce que c'est aussi quelque chose qui est difficile à digérer, qui potentiellement pourrait limiter mon absorption des glucides de manière exogène. Et puis parce que j'ai des stocks qui sont largement suffisants dans mes muscles et au niveau du tissu adipeux. Donc pour moi, il n'y a pas d'intérêt à consommer tout ça. Voilà, éventuellement sur des efforts très très longs, plus de 48 heures, etc., peut-être que ma stratégie changerait, notamment s'il y avait une part d'autonomie beaucoup plus importante. Mais voilà, avec la chance qu'on a d'avoir des ravitaillements toutes les 2-3 heures, c'est très facile de faire comme en cyclisme en fait, avoir des apports importants. Ouais, c'est clair. Ok, mais je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce que je voulais aborder. Est-ce que tu as ton prochain dossard déjà de prix, ou tu sais pas encore vers quels seront tes prochains objectifs? Ouais, je vais courir dans un mois du côté de Nice. En fait, on part de l'arrière-pays et on va vers Nice. Donc on part pas loin de Valberg de mémoire, vers la Colmiane, tout ça. Donc des endroits réputés chez les cyclistes. Donc il y a 107 km, 4800 mètres de positif et il y a, je pense, à peu près 6000 mètres de négatif. Donc c'est une course où on va pas mal courir, pas mal de descentes. Donc c'est vrai qu'actuellement j'essaie de me préparer déjà sur la distance, mais aussi sur la répétition des efforts en descente, avec un peu plus de travail de vitesse et de renforcement musculaire pour prévenir aussi ça. Et comme tu l'as déjà développé dans un podcast, je crois, maintenir aussi un maximum de durabilité sur la fin de course. Ouais, bon, alors toujours plus long alors. Ouais, je suis pas encore prêt à aller vers le format 100 miles qu'on appelle, 160 km, mais déjà 100 km de course, autour de la dizaine d'heures d'effort, je trouve pas ça anodin. Et des fois quand je vois des athlètes moins performants qui gravissent les échelons beaucoup plus vite sur les distances, chapeau à eux, parce que c'est quand même un sacré chantier. J'imagine, de loin, j'ai du mal à me rendre compte ce que ça peut représenter concrètement, mais en tout cas c'est quand même impressionnant. Écoute, je te souhaite une bonne préparation, et puis merci pour ce podcast. Je pense il y en aura un petit peu pour tout le monde. C'est à la fois un peu avancé, on va dire, mais quand même des conseils aussi assez simples. Je pense que tout le monde peut appliquer dans sa pratique, que ce soit pour des cyclosportives ou n'importe quelle course. Donc encore merci pour tout ça. Et puis on peut te retrouver sur les réseaux un petit peu. Tu partages un petit peu sur LinkedIn, et puis on peut te suivre sur Instagram aussi. Je mettrai les liens dans la description. Ouais, c'est ça. Surtout LinkedIn, un peu plus professionnel. C'est vrai qu'il faudrait que je réussisse à me lancer un peu sur les réseaux de manière un peu plus assidue. Et puis là, on va lancer avec 2 collègues que tu as déjà eu en podcast un projet un peu de formation en ligne sur les aspects nutritionnels. Donc ça devrait sortir courant septembre. Donc restez connectés, on va dire. C'est top, ça qu'on n'avait pas parlé en amont. Donc j'ai pas évoqué le sujet. Je savais pas où ça en était, parce que ça fait déjà un petit moment que je crois que vous travaillez sur ce sujet-là. Donc je suis très content de l'apprendre et j'ai hâte de suivre tout ça. Alors si ça sort septembre, du coup le podcast devrait sortir septembre aussi. Donc je pourrais éventuellement mettre les liens dès que les aurais. Tu m'envoies ça, et puis voilà, comme ça tout le monde pourra aller voir ça, et ça sera une bonne promotion finalement. Sans le savoir, t'es venu pour faire de la promotion. Super. Au bon moment, au bon endroit. Ouais, merci à toi.